Un an donc de Trump saison 2 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui anime Donald Trump en matière de doctrine. Je reçois Arnaud Miranda. Bonjour Arnaud Miranda, vous êtes un jeune chercheur, vous êtes docteur en théorie politique associé au CEVIPOF. Vous publiez Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire. C'est chez Gallimard. Mais alors c'est une nouvelle collection de Gallimard avec le Grand Continent, une nouvelle collection qui s'intitule La bibliothèque de géopolitique. Arnaud Miranda, la première question, donc on a évoqué tout à l'heure Montesquieu dans les enjeux internationaux, on a évoqué un certain nombre de convictions qui animaient les pères fondateurs des États-Unis et notamment qui ont contribué à rédiger la Constitution américaine. Mais on a l'impression que Donald Trump n'est pas véritablement à son aise avec la chose écrite, il n'a pas la tête doctrinaire. Pourquoi considérer que celui-ci est animé et articulé autour d'une théorie, alors qu'on a l'impression, bien qu'il réagit à ses affects, à son ego, bref, qu'une psychologie sommaire peut suffire à comprendre ce qui l'anime? Bon, tout d'abord, bonjour, hein, merci de me recevoir, je suis ravi. Alors, la question en fait est de savoir si Trump est fou. C'est ça que je lis entre les lignes de votre question. Alors, je comprends qu'il soit de bon temps ou tentant de voir ces déclarations excessives ou même ces décisions excessives comme des manifestations d'une folie. Cependant, en sciences politiques, généralement, on se méfie de cette forme de psychologisation des actions politiques. Alors, de là à dire que Trump est un idéologue, pour autant, je ne le dirai pas. Je pense que la réalité est un peu entre les deux, c'est-à-dire plutôt la vision que je voudrais proposer, c'est absolument pas que Trump est une sorte d'intellectuel novateur et qu'il arrive avec une pensée bien structurée. Ce que j'essaie de défendre dans ce livre, c'est que, disons que le Trumpisme, depuis ses débuts, a connu une véritable restructuration. Au départ, c'est vrai, il était fondé sur une rhétorique nationale populiste qui était pas très architecturée sur le plan idéologique, et c'est ce qui a donné, pendant le premier mandat de Trump, des positions assez erratiques. Néanmoins, il y a quelque chose qui a changé avec le second mandat, et on l'a vu depuis un an. Trump est arrivé avec une administration beaucoup plus élaborée, beaucoup plus établie, avec des cadres politiques beaucoup plus déterminés, et avec disons, une ambition de changement politique beaucoup plus claire. Bon, fou, je ne le dirais pas. D'abord, je ne sais pas très bien ce qu'est la folie dans l'exercice du pouvoir, mais vous voyez, on a l'habitude de considérer que les présidents américains, même si peu ont été des intellectuels. Je pense qu'Obama était probablement l'un des rares à avoir un rapport direct au livre. Mais pour les autres, y compris des gens comme Reagan, comme Bush, ils étaient entourés ou bien d'intellectuels ou bien de médiateurs, des gens comme Kissinger, comme Zbigniew Brzezinski, ou alors comme Norman Podhoretz. Bref, tous ces gens-là leur constituaient un corps de doctrine. Y a-t-il autour de Trump des gens qui jouent aujourd'hui ce rôle? Alors oui, je dirais que le Trumpisme est composé en quelque sorte de trois pôles idéologiques assez distincts et qui sont pour l'instant relativement coalisés, mais qui pourraient à tout moment, et on a déjà vu quelques signes durant cette première année de second mandat, des signes de fracture. Donc ces trois pôles, pour aller vite, vous avez le premier pôle qui est le pôle de ce qu'on a appelé la droite alternative, l'alt-right, qui a principalement été le moteur idéologique de cette stratégie nationale populiste sur le premier mandat, mais qui finalement, oui, allez, qui finalement s'est structuré autour d'un populisme, c'est-à-dire présenter le président comme la voix d'un peuple qui aurait été lésé par à la fois une élite démocratique corrompue et qui serait menacé par un peuple extérieur. Vous avez un second pôle qu'on appelle le post-libéralisme, qui est issu disons, plutôt des cadres intellectuels conservateurs, mais qui se sont radicalisés, qui souhaitent réinterpréter la Constitution dans un sens beaucoup plus républicain au sens américain, c'est-à-dire en se méfiant de la démocratie libérale au nom d'une idée de bien commun qui est fondée dans un caractère religieux, disons. Et il y a ce troisième courant qui est celui qui me semble le plus intéressant parce que le plus novateur, qui est la néo-réaction, et qui a en quelque sorte
amener avec elle les grands patrons de la tech américaine, et donc qui est un courant qui n'est pas fondamentalement conservateur sur le plan des mœurs, qui essaie plutôt de pousser vers un changement politique pour mettre fin à la démocratie, et dans un but qui est assez déterminé, celui d'une forme de dérégulation de l'innovation technologique et du capitalisme. C'est ça les lumières sombres, donc le titre de votre livre. Bon, évidemment, on comprend qu'il y a une contradiction dans les termes. Qu'est-ce que ça signifie les lumières? Est-ce qu'il faut considérer qu'on a affaire à un siècle des lumières à l'envers? Bref, comment interpréter ce titre de livre, Arnaud Miranda? Alors d'abord, les lumières sombres, c'est une expression qui est formulée, qui est donnée par l'un des principaux blogueurs de ce courant, donc qui est né sur Internet, et donc qui reprend les codes, disons, de la culture populaire ou de la culture geek. Et donc ce terme de lumière sombre, Dark Enlightenment, c'est donc une formule qui est trouvée par Nick Land en 2012 pour caractériser la pensée d'un autre blogueur, qui est l'autre figure centrale de ce mouvement, Curtis Yarvin. Et donc Dark Enlightenment, bon, c'est d'abord un oxymore assez éloquent, mais c'est aussi une manière de détourner l'idée des Lumières au nom d'une récupération, voilà, d'une métaphore, ou disons d'une image qui vient de Star Wars, c'est-à-dire que donc Dark Enlightenment, ce serait les Lumières, mais du côté obscur de la Force. Donc c'est proposer une autre modernité que celle des Jedi, je reprends la métaphore, c'est-à-dire une modernité celle des Lumières qui serait universelle, qui serait fondée en moralité, qui viserait des idéaux de justice, d'égalité, etc., pour proposer une autre modernité beaucoup plus brutale, réaliste, et qui viserait, disons, au développement du capitalisme effréné. Oui, d'ailleurs, l'une des particularités de ces gens, c'est tout à fait notable lorsqu'on lit Les Lumières sombres, c'est que ce ne sont pas des théoriciens au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des universitaires qui publient des livres ou des articles, on a affaire plutôt à des individus qui ont une vie sur Internet et sur les réseaux sociaux, et ils ont des noms tous plus fleuris les uns que les autres, Bronze Age Pervert, Zero HP Lovecraft. Bref, des noms, ou Curtis Yarvin, qui se faisait appeler. Mencius Moldbug, en effet. Voilà, donc on a affaire à des gens qui sont nés sur Internet et qui diffusent leurs pensées d'abord via Internet. Oui, ça c'est un élément essentiel de ce que j'essaie de démontrer dans l'ouvrage, c'est qu'il s'agit, et c'est là où se situe, disons, l'étrangeté par rapport à ce qu'on étudie classiquement quand on fait de l'histoire des idées politiques, c'est qu'il s'agit d'une contre-culture numérique. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui est né exclusivement sur Internet, dans une forme de dialogue entre des blogueurs qui écrivaient sous pseudonyme, et qui se sont constitués un corps de doctrine sans utiliser, on va dire, les canaux classiques du livre, des médias traditionnels, et donc se sont véritablement mis dans une position subversive, c'est-à-dire prétendaient constituer un corps de doctrine qui avait vocation à renverser l'idéologie dominante, hein, j'utilise cette expression en la reprenant d'eux, et ce qui est étonnant dans ce courant, c'est que de cette contre-culture numérique, grâce à certains promoteurs, dont Peter Thiel a été un des principaux moteurs dont il a fait la promotion, s'est retrouvé à côtoyer des sphères de pouvoir, et notamment à pénétrer une certaine partie du Parti républicain au cours des années 2010. Donc c'est vraiment un courant qui est né sur Internet et qui a progressivement, par l'intermédiaire de promoteurs, pénétré les sphères de pouvoir et les sphères économiques également de la Silicon Valley. Voilà. Je vous propose d'ailleurs d'entendre l'un de ces théoriciens, probablement le plus connu, Curtis Yarvin. On va écouter son propos. There was a speech that President Nixon made where he said, the enemy is the journalists and the Je traduis. professors. Write Il that y on a the un discours du blackboard 100 président Nixon times. dans lequel The il enemy dit is que the l'ennemi, journalists and the ce sont les professors. journalistes You know, et les we use the professeurs. word Écrivez ça 100 fois au democracy. tableau. This is interesting, L'ennemi, where we say ce sont les democracy, journalistes everything et les democratic professeurs. is good, Donc, everything quand vous political employez is le bad. But mot these are démocratie, synonyms for each vous dites que other. tout ce How qui est exactly does that démocratique est work? bon, tout ce And qui est so when we politique est say, mauvais. Mais en fait, ce sont des our synonymes. democracy Et donc, in a quand nous place like parlons de this, démocratie, what nous we mean parlons en fait de is la société society, civile, our de la méritocratie, democracy, the la rule règle of de la loi, law, toutes ces all of these choses. things. Et l'autre chose dont And nous another parlons, thing c'est that du we mean populisme. is Vous savez, les populism. mamans Facebook, ou comme dit The Elon rule Musk, of the Facebook Vox moms. Populi, Vox With Dei. Elon Musk, En it's called Vox Populi, fait, Vox dans Dei. notre ère, Actually, the word le mot democracy démocratie signifie tout simplement pouvoir légitime. Alors, ça ressemble un peu à du charabia.
Alors c'est un extrait très dense mais assez significatif de ce qu'est la position de Yarvin et plus largement de la néo-réaction. Vous avez entendu déjà dans cet extrait qu'il y a une critique du populisme, ce qui paraît peut-être étonnant de la part d'un auteur on associe à, disons, qu'on caractérise parfois comme un idéologue du Trumpisme, d'être contre le populisme. En fait, l'enjeu pour Yarvin, c'est de mettre fin à la démocratie et donc de prendre le pouvoir, mais pas du tout au sens classique du coup d'État, c'est-à-dire que la masse devrait faire une sorte de révolution pour restaurer un État sain, non corrompu, etc. L'idée, c'est de prendre le pouvoir juste au niveau de l'élite, de fabriquer en quelque sorte une élite capable qui pourra prendre le pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça, selon lui? C'est parce que la démocratie est profondément inefficace. Pour lui, la démocratie est incapable de garantir un ordre souverain, un ordre politique souverain et prospère, notamment par le fait qu'elle a élaboré premièrement, une sorte de bureaucratie obèse, mais aussi, et c'est la deuxième partie de l'extrait qui me semble intéressant à commenter, la démocratie a développé, ou en tout cas est, disons, fondamentalement lié au développement d'un universalisme moral qui est professé par les universités et les médias et qui contraint l'action des dirigeants politiques. Donc non seulement la démocratie n'est pas efficace parce qu'elle est bureaucratique, mais aussi les dirigeants sont maintenus, sont ligotés par une forme d'universalisme moral développé par ce qu'il appelle, et je reprends sa métaphore, la cathédrale, c'est-à-dire cette espèce de complexe académico-médiatique qui produit l'idéologie et qui contraint les dirigeants. Pourquoi l'universalisme moral serait-il critiquable selon Curtis Yarvin? Alors ça, c'est vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je parle de néo-réaction, hein, c'est une pensée réactionnaire, donc comme la plupart des pensées réactionnaires, l'une des prémices, c'est qu'il existe des hiérarchies naturelles et que la meilleure manière d'organiser la société, c'est de faire coïncider ces hiérarchies naturelles avec l'ordre social. Et justement, la démocratie perturbe ce fonctionnement naturel et efficace de ce que devrait être l'ordre social en promouvant finalement des individus qui n'ont pas les capacités de diriger. Et notamment, la raison de cette promotion vient de cet universalisme moral qui professe l'égalité alors qu'elle n'existe pas. Dans votre livre Les Lumières sombres, publié aux éditions Gallimard, vous revenez, Arnaud Miranda, sur la question des hiérarchies, puisqu'elle est centrale, jusqu'à diffuser des pensées eugénistes ou néo-eugénistes, puisque s'il y a une hiérarchie, eh bien celle-ci pourrait être abîmée, disent les eugénistes, par le libre fonctionnement des lois de la reproduction. Donc il faut essayer de voir comment on peut remédier à cette liberté. Mais alors, de quelle hiérarchie parle-t-on? Parce que justement, on peut envisager 1000 hiérarchies. Apparemment, la hiérarchie universitaire n'est pas retenue par ces gens-là, par ces Trumpistes. Alors, en effet, donc hiérarchie naturelle, donc en effet, l'université serait pour eux bien problématique. D'ailleurs, dans l'extrait, il critiquait l'idéal méritocratique à cet égard. Alors, la hiérarchie, elle est souvent, ça diffère entre les différents blogueurs, mais elle est souvent mesurée avec le QI de manière assez simpliste. Et peut-être quelque chose aussi qu'il faut préciser, c'est que l'objectif de cet eugénisme, il n'est pas tellement de sauvegarder. Alors évidemment, il y a une dimension raciste importante dans ces textes. Hein, Raciste, délibérément raciste. Oui, délibérément raciste, mais disons que le racisme, et c'est ça qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre, et je voudrais pas qu'on se méprenne à cet égard. Il y a évidemment un caractère éminemment raciste, mais le racisme n'est pas, disons, le prisme de lecture fondamental de ces pensées. L'idée, c'est d'améliorer l'humain, pour la plupart de ces blogueurs, d'améliorer l'humain notamment par la technologie, et la sélection eugénique est un moyen pour dépasser l'humanité, la rendre encore plus performante, et à terme, j'ai beaucoup utilisé ce mot, mais c'est vraiment central, rendre la société plus efficace et plus prospère. Mais alors, ces individus donc diffusent leurs pensées, ont des blogs, utilisent d'autres biais, comme par exemple les podcasts. Comment Donald Trump prend-il connaissance de ça? Est-ce qu'il sait qui est Curtis Yarvin? Est-ce qu'il sait qui sont ces gens? Bref, même question qu'au début. Comment être certain que Donald Trump navigue entre ses penseurs ou entre ses pensées? Oui, alors loin de moi l'idée de dire que Curtis Yarvin est l'idéologue ou le spin doctor de Trump. Alors, il est possible que Trump connaisse l'existence de Curtis Yarvin, mais il n'a certainement pas lu ses écrits. Je pense que
Trump, l'une de ses grandes forces, c'est justement d'être une sorte de vaisseau idéologique vide dans lequel son entourage va projeter des véritables désirs politiques, des volontés d'orientation idéologique. Et disons que si la néoréaction, et notamment Curtis Yarvin, est arrivée à la Maison-Blanche, c'est pas par l'intermédiaire de Trump, c'est surtout par l'intermédiaire, premièrement, de J.D. Vance, qui est et disons aussi, ajoutons Michael Anton, qui est un peu moins connu, mais qui fait aussi partie Alors, J.D. Vance, donc le vice-président américain, qui lui est un lecteur et un idéologue. Et qui citait Yarvin explicitement comme une référence intellectuelle dans un podcast en 2021, et qui fait partie de ce qu'on a appelé le Thielverse, l'univers Thiel, parce que notamment Thiel disons, a bien lancé sa carrière. Alors, donc là, Peter Thiel, est un milliardaire qui, lui, a décidé d'utiliser une partie de sa fortune pour faire triompher ses idées. Voilà, triompher ses idées. Il a vraiment Peter Thiel aussi a des prétentions intellectuelles, et disons, il a été la vraie courroie de transmission entre ces idéologues, puisqu'il a connu Curtis Yarvin, il a été très proche de lui, notamment à partir de 2013-2014. On peut aussi mentionner Marc Andreessen, qui est un autre investisseur important de la Silicon Valley, qui a participé au financement de l'une des startups de Curtis Yarvin. Et Peter Thiel, finalement, non seulement a occupé, ou en tout cas à financer ces projets à la fois technologiques et intellectuels, mais il a aussi lancé la carrière donc, de J.D. Vance. Et dans la deuxième partie des années 2010, il a mis en réseau ces acteurs politiques prometteurs qui deviendront ensuite la nouvelle garde républicaine avec ces idéologues. Et si je peux me permettre de rajouter juste un point, on parle là de grandes figures, mais ce qui, à mon avis, est encore plus intéressant, c'est la pénétration de ces idées-là dans la jeune garde républicaine. C'est-à-dire que ce qui a changé en 2025 avec l'investiture, c'est qu'est arrivé un nouveau lot de staffers, c'est-à-dire des nouveaux jeunes républicains qui ont entouré Trump et qui, eux, ont été baignés dans cette culture numérique des années 2010 et qui connaissent ces blogueurs. Arnaud Miranda, Gallimard, Le Grand Continent publie Les Lumières sombres. C'est votre livre sur la doctrine trumpiste. Vous serez rejoint dans une vingtaine de minutes par notre camarade Christine Ockrent. Elle publie Le Trump de A à Z chez De Noël, 8h sur France Culture. Édition spéciale. 1 an de Trump 2.0. Cette vie politique américaine où la doctrine trumpiste, vous la résumez Arnaud Miranda dans un livre, Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire aux éditions Gallimard, dans une nouvelle collection, une bibliothèque de géopolitique, Le Grand Continent. Et nous accueillons notre camarade Christine Ockrent. Vous publiez, Christine, Le Trump de A à Z, un premier dictionnaire aux éditions de Noël. Nous venons d'entendre la chronique de Jean Lémarie consacrée à la vie politique française. Y a-t-il un vieux monde et un nouveau monde, ou est-ce qu'on a toujours eu cette sensation-là, puisque vous suivez à la fois l'actualité française et américaine depuis longtemps, Christine? Mais nous découvrons que nous avons un Parlement. On s'était habitué en fait à un régime présidentiel, alors qu'aux États-Unis, Donald Trump tord la Constitution américaine, piétine le Congrès dont il ne tient aucun compte, que ce soit en termes de politique économique, de politique migratoire, de politique étrangère. Donc voilà, oui, il y a le contraste en fait entre deux mondes. Je crois que c'est un peu rapide, quel que soit l'intérêt du livre d'Arnaud Miranda sur cette culture qui monte des entrailles d'Internet, qui est parfois, il faut bien le dire, très difficile à lire. Néanmoins, il y a aussi le vieux monde aux États-Unis, et je crois que Donald Trump l'incarne aussi à sa façon, parce que c'est d'abord un homme de spectacle, un homme de communication. La télé, c'est sa deuxième langue. Un et homme à partir de de là, l'immobilier. et c'est très important, un homme de l'immobilier, c'est-à-dire un homme qui croit à la propriété, à l'accaparement, qui a besoin d'avoir les choses, d'abord pour son propre profit, celui de sa famille, et le profit de tous ceux qui, en quelque sorte, l'utilisent. Arnaud, tout à l'heure, disait que c'est un vaisseau vide, Donald Trump, dans lequel s'engouffrent des courants assez contradictoires, parce que MAGA, ça n'a rien à voir avec les rois de la tech. Je voyais un papier ce matin calculant en milliards de dollars les fortunes qui se sont accrues en 1 an, donc la première année Trump, de tous ces grands
techno-césariste, comme dirait notre ami Empoli. Et là, on voit véritablement que Trump sert différents courants, mais d'abord le sien propre. Et lui, c'est un homme à l'ancienne. Qui croit en fait à son propre verbe, qu'il manipule, enfin il torture la langue anglaise. Je peux vous dire que ce dictionnaire de A à Z, ça n'a pas été une partie de plaisir. 5 mots de vocabulaire, beaucoup de majuscules et de points d'exclamation parce qu'il s'exprime sur les réseaux à longueur de temps, et puis il a transformé le bureau ovale en studio télé. Donc voilà, c'est l'ancien monde avec certes des courants qui sont ceux de ce qu'on pourrait appeler le nouveau monde. Et il y a un Arnaud Miranda justement dans le nouveau monde, où la manière dont Donald Trump et ce que vous appelez les lumières sombres réussissent à renouveler la pensée politique, c'est le post-libéralisme, puisque cet homme n'est plus un libéral au sens classique du terme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, le post-libéralisme, c'est, avec la néo-réaction, l'un des deux courants qui contribuent à redéfinir le Trumpisme, donc avec ce deuxième mandat, en rupture avec la sphère MAGA, qui est beaucoup plus populiste et moins organisée intellectuellement et idéologiquement, et qui avait guidé un peu le premier mandat. Alors, le post-libéralisme, à la différence de la néo-réaction, qui est, disons, qui est liée au milieu tech et qui est... disons pas fondé sur une dimension religieuse, le post-libéralisme est assez plus classique dans sa forme. C'est principalement un courant qui a été établi par des universitaires, donc notamment Patrick Deneen, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Notre-Dame, Adrian Vermeule, qui est professeur de droit à l'université Harvard, et qui sont en quelque sorte des conservateurs radicalisés et qui se sont engouffrés dans le phénomène Trump. Et donc, pour résumer de manière la plus synthétique leur pensée, leur idée, c'est de défendre un retour à une interprétation de la Constitution qui ne défende pas l'individu libéral, mais le bien commun. Et donc, le bien commun, il faut entendre la communauté au sens religieux. Donc, ça passe par un conservatisme des valeurs, évidemment, limiter l'avortement, défendre un peuple qui est fondé sur une Amérique blanche avec des cellules familiales bien renforcées. Néanmoins, ça peut paraître un peu vieux conservatisme. Néanmoins, il y a quand même une dimension de transformation du régime politique très forte chez ces intellectuels. Donc, je mentionnais Patrick Deneen qui, entre 2018 et 2023, a écrit 2 livres qui ont des titres très évocateurs. Le premier, c'est Pourquoi le libéralisme a échoué, et le second, c'est un livre sur la nécessité de faire un coup d'État. Et donc, il y a vraiment l'idée de profiter du Trumpisme pour revenir à une interprétation républicaine de la Constitution au sens américain. Christine Ockrent. Ce qui est assez cocasse, c'est qu'on voit aussi la manière dont Donald Trump, donc promoteur immobilier, incarnation d'un capitalisme milliardaire et qui s'est servi de sa richesse. Il avait d'ailleurs été convaincu, jeune, par un pasteur. Il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, les religions jouent un rôle majeur et que les religions, c'est aussi du business. Et donc, il avait été convaincu dans sa jeunesse par un pasteur presbytérien, je crois, qui prêchait la religion de l'abondance. Et il faut bien voir qu'il y a toute une partie de cette religiosité américaine qui correspond aussi au dollar, qui correspond à la richesse. Et là, Trump, dans son espèce d'extraordinaire élan de jouissance narcissique, sans sombrer dans la psychologie de comptoir, il fait du socialisme. Et c'est un terme qui, traduit en américain, fait peur. Et donc, on l'accuse même d'être maoïste. Pourquoi ? Parce qu'il considère que l'Amérique, c'est lui, l'État, c'est moi. Et donc, je vais imposer à certaines entreprises qui m'intéressent, par exemple Nvidia, les microconducteurs, de me donner à moi, enfin à l'Amérique, mais donc à moi, un pourcentage des gains que Nvidia, en l'occurrence, va faire en Chine, où il va imposer à une autre entreprise comme Intel, il considère qu'elle est mal gérée, et donc l'État va prendre une participation. Alors, aussitôt, Wall Street se dit, mais il devient maoïste. Donc, il y a ce curieux mélange, loin des intellectuels que Carnot vient de mentionner, mais
et toujours cette idée que, voilà, moi je suis Trump, je fais ce que je veux, et en fait, je suis le président des États-Unis et ma seule limite, a-t-il dit au New York Times la semaine dernière, ma seule limite, c'est mon sens moral. Justement, lorsqu'on essaye d'évoquer les présidents américains, et vous le faites dans votre Trump de A à Z, Christine Ockrent, on s'aperçoit qu'il y a des précédents. Alors, notamment, il a dit que l'un des plus beaux mots de la langue anglaise, c'était le mot tariff, autrement dit, le mot droit de douane. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots dans son panthéon, mais en tout Oh, il y en cas... a plein, hein, de A à Z, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, McKinley, ce président, donc le 25e président des États-Unis, est l'un des précurseurs de Donald Trump. Expliquez-nous pourquoi. Alors, c'est un président qui a donc gouverné, présidé très brièvement. Il est mort assassiné, hein, donc ça peut-être, ça devrait faire réfléchir notre ami. Et donc, il était convaincu, d'abord comme homme politique et ensuite brièvement comme président, qu'il fallait libérer les forces vives d'une Amérique naissante. Enfin, c'était vraiment le Far West, c'est le cas de le dire. Et donc, fermer l'espace américain à tous ces villes étrangers, d'abord les Britanniques quand même, qui exportaient leurs biens. Et donc, il a imposé, avant même d'être président, des droits de douane extrêmement élevés. Ça n'a pas du tout marché. D'accord, c'est bon. Il est resté président pas très longtemps. Il a quand même eu son profil gravé, vous savez, à Mount Rushmore, là où vous avez 3 ou 4 présidents américains. Quand Obama, et c'est l'un des nombreux griefs que Donald Trump, évidemment, continue de ruminer vis-à-vis d'Obama. D'abord, Obama a eu le prix Nobel, ça c'est insupportable. Et donc Obama a voulu débaptiser le mont McKinley. En fait, c'est le mont McKinley, je me trompe, c'est pas Rushmore. Donc le mont McKinley, parce qu'il trouvait que McKinley, ça n'avait franchement aucun intérêt. Donald Trump a rebaptisé à nouveau du nom de son président, et il a évidemment le portrait de McKinley dans le bureau ovale. Arnaud Miranda, est-ce que les penseurs, ceux qui constituent les Lumières sombres, ont l'impression de marquer une rupture dans l'histoire américaine? Parce que c'est toujours en fait les ambiguïtés du conservatisme ou du néo-conservatisme. Il y a une volonté de conserver, mais le problème c'est de conserver quoi? Et c'est dans le choix qui est opéré que l'on peut distinguer différentes doctrines. Alors, le choix du mot néo-réaction, il est pas par hasard. Justement, c'est en rupture avec le conservatisme qu'il faut penser ce terme réaction. En théorie politique, on distingue, et là je m'appuie sur les thèses de Jean-Yves Pranchère, en théorie politique, on distingue le conservatisme de la réaction dans le sens où le conservateur veut essayer de préserver les valeurs morales et religieuses dans un cadre politique donné. Il va tout faire pour essayer de limiter les effets de la dégradation de ces valeurs. Mais il accepte en quelque sorte les règles du jeu. Le réactionnaire considère qu'il est trop tard, il veut renverser la table et changer le régime politique. Et donc c'est ça qu'ont en commun la néo-réaction et les post-libéraux dont on a parlé, c'est l'idée de faire un changement de régime. Et donc en ce sens-là, ils veulent provoquer une rupture claire avec l'histoire américaine, soit dans le cadre des post-libéraux, revenir à une interprétation, changer le régime pour revenir à une interprétation républicaine de la Constitution, soit dans le cas des néo-réactionnaires qui vont encore plus loin, en finir complètement avec la démocratie pour créer autre chose. Et la proposition de Curtis Yarvin est radicale et volontairement provocatrice, faire de l'État une sorte d'État-entreprise monarchique dirigé par un PDG. Donc ils entendent vraiment être un opérateur de rupture. Et vous avez mentionné le néoconservatisme, c'est intéressant puisque l'effet de cette nouvelle pensée a quand même clair sur la manière dont Trump et les principaux cadres trumpistes justifient leurs décisions et leurs actions politiques, même à l'échelle internationale. On a vraiment une rupture avec le néoconservatisme. Si on prend le Venezuela, on a affaire à un interventionnisme américain, mais qui est justifié de manière extrêmement différente. Dans les années 2000, le néoconservatisme justifiait l'intervention. Certes, c'était de manière matérielle fondée sur les intérêts américains, mais il y avait l'idée qu'on allait défendre la démocratie libérale, une forme d'axe du bien contre l'axe du mal. Ici, on a complètement expurgé cette logique. Oui, mais c'est Christine Ockrent. aussi un retour en arrière, paradoxalement.
C'est du... Pourquoi un du- retour en arrière? Mais parce que c'est la doctrine qu'il s'agit maintenant de rebaptiser Monroe, mais Monroe, c'était l'appropriation. Donc une contraction de C'est une Donald contraction Trump voilà. et la doctrine Monroe. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a les courants néo, tout ce que l'on veut, mais il y a aussi cette espèce de vision irénique du 19e siècle. McKinley, bien sûr, Monroe, tout ça c'est à nous, tout ça c'est à nous, disait Monroe, contre les Européens à l'époque. Et donc, Trump est plutôt un homme du passé. Alors, encore une fois, il y a ces différents courants, mais lui, d'abord, Donald ne lit pas un livre, il semblerait qu'il ne lit même pas les notes que lui donnent ses collaborateurs, même ce qui concerne la sécurité des États-Unis. Il regarde la télé et il commente la télé. Et après, il va sur les réseaux. Et en fait, il est le commentateur de lui-même, de sa propre épopée. C'est ça qui l'intéresse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit donc cet homme d'un certain âge, enfin même cet homme âgé, qui fonctionne à l'ancienne avec son fond de teint, etc., et qui joue au golf, et qui néanmoins devient le porte, non pas le porte-parole, mais l'espèce de caisse de résonance à lui tout seul de tous ces courants nouveaux qui, au fond, ont trouvé... voilà, c'est ce personnage tout à fait hors norme et qui bouleverse autant la société américaine que les rapports internationaux. Arnaud Miranda. Oui, j'ajouterais simplement, en effet, je pense qu'il y a une continuité dans l'impérialisme américain et il ne s'agit pas d'insister de manière extrême sur cette nouveauté. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, même à la fois dans le récit américain, mais aussi au niveau géopolitique, c'est la présence de la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui revient de manière extrêmement récurrente chez les idéologues et qui, à mon avis, est au centre de la recomposition de ce récit sur la politique étrangère américaine. C'est la menace de la Chine. Mais ça, on avait vu déjà depuis Obama. Ça n'a rien de nouveau dans le discours politique américain. C'est même obsessionnel. Et c'est le seul thème où il y a un consensus, où il y en avait un en tout cas, entre les républicains et les démocrates. Arnaud Miranda. Oui, bien sûr, simplement, disons qu'il y a la dimension morale, et l'universalisme moral et l'idée que les États-Unis sont les leaders du monde libre qui a été enlevé. Et donc, on ne reste plus que l'impérialisme brut. Et donc, se dessine un monde dans lequel deux empires commencent à s'élaborer, à se faire face, et où il n'y aurait pas d'ordre international ou de droit international pour les réguler. C'est ça qui est étonnant, Christine Ockrent, c'est qu'en fait, il y a un aller-retour entre des formes nouvelles que décrit Arnaud Miranda et des choses assez anciennes. Et il y a une entrée université dans votre livre Le Trump de A à Z aux éditions de Noël, où vous évoquez l'anti-intellectualisme de Donald Trump. Mais finalement, alors ça aussi, c'est quelque chose de très documenté. Et l'un des classiques en sciences politiques américaines, Richard Hofstadter, avait déjà publié un livre sur l'anti-intellectualisme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit sur les universités? Donald Trump, comment se situe-t-il par rapport à ces élites universitaires américaines? Il s'est toujours senti méprisé lui-même par les élites à New York, par exemple, et notamment, paradoxalement, les élites de l'immobilier. Quand il revient au pouvoir il y a un an tout juste, il va en fait appliquer, ou plus exactement l'équipe qui l'entoure, va appliquer à la lettre ce fameux projet 2025 mis au point par la Heritage Foundation. Quand on avait vu ça, souvenez-vous, Guillaume, on se disait ils sont complètement timbrés, ils feront jamais tout ça. Eh bien, en fait, ils appliquent tout cela à la lettre et il y a une vengeance, pour le coup idéologique, sur des universités d'élite qui, c'est un fait, avaient basculé dans un wokisme assez délirant et basculé aussi dans un déséquilibre idéologique dans le sens où il y a encore toujours très très peu de professeurs affichant aux États-Unis, on dit pour qui on vote. Bon, très très peu de professeurs votant républicains et un déséquilibre en faveur des démocrates. Et donc, ce que Trump
et surtout l'équipe autour de lui ont fait, c'est que avec le carburant, hélas, de Gaza du 7 octobre, etc., et sous prétexte aussi de lutter contre l'antisémitisme et le wokisme et tout ce qu'on veut, ils sont tapés à bras raccourcis sur les Ivy League, les universités d'élite, qui, en fonction de leurs réserves financières, ont été ou non capables de résister. Columbia, par exemple, a cédé sur toute la ligne et a dû accepter que ses programmes universitaires passent en fait sous le contrôle, ou en tout cas sous la coupe ou sous la censure de Washington. Bon, mais alors, comme on le comprend, Arnaud Miranda, donc tout cela est bel et bon, mais il y a quand même un certain nombre de contradictions entre les doctrines et la pratique de Trump. Alors, par exemple, le Venezuela, on peut prendre cela de toutes les manières possibles. En matière de non-interventionnisme, c'est raté. Et je crois que durant le mois de janvier, Donald Trump a déjà menacé 5 pays différents. Bon, c'est quand même très éloigné de ces différents doctrinaires qui, eux, souhaitent que l'Amérique se retire sur son Aventin. Et c'est là justement, à mon avis, un des éléments de rupture entre le premier et le second mandat, c'est que justement, non, ces néo-réactionnaires ne sont pas isolationnistes, contrairement à l'alt-right qui était majoritaire, disons, dans le premier mandat, et qui justement voulait une sorte de retour à une Amérique blanche protégée. C'était des slogans comme il faut préserver les soldats américains pour ne pas qu'ils aillent mourir à l'autre bout du monde. Curtis Yarvin, qui est l'un des principaux idéologues de la néo-réaction, en 2008, alors qu'il était de bon ton chez les penseurs réactionnaires d'être très isolationniste, disait de l'intervention en Irak que si elle avait échoué, c'était non pas parce que c'était une intervention, mais parce qu'elle n'avait pas été bien gérée, pas de manière assez efficace, pas de manière assez brutale, et qu'en fait, elle avait été contrainte par le discours néoconservateur qui était trop moralisateur. C'est-à-dire qu'on a voulu apporter ou créer une sorte de transition démocratique, alors qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Lorsqu'on intervient dans un pays étranger pour ses propres intérêts, il faut organiser la transition de manière efficace. Donc c'est, depuis le départ, en fait, cette pensée néo-réactionnaire professe un impérialisme mercantile, brutal, et on le retrouve aujourd'hui. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de contradiction à cet égard. Cependant, s'il y a des contradictions à trouver, c'est plutôt entre les différents courants. Les post-libéraux, les nationaux populistes et la néo-réaction ne se retrouvent pas sur tous les plans. Et justement, Christine Ockrent, il y a un mot qui est peut-être le seul mot rassurant de votre dictionnaire de Trump, c'est le mot taco. Oui, enfin rassurant, ça dépend pour qui. Oui, taco, alors c'est Trump always chickens out. Alors ça, c'est un mot qui n'a pas été forgé par Donald lui-même, mais par un journaliste du Financial Times, type très sérieux qui a comment dire, un blog, enfin une rubrique sur les marchés financiers. Et ça veut dire qu'en fait, dans cet incroyable feuilleton sur les droits de douane qui continue, oui. Puisqu'il nous gratifie c'était maintenant les 200%. de nouvelles menaces, là, c'est l'idée que Trump, comme un promoteur immobilier, il lance des enchères très haut, et puis ça marche pas. Et donc, en fait, il est obligé de changer. Et on a vu effectivement, depuis le 2 avril, qui était le Liberation Day, vous vous souvenez, il avait exhibé un panneau à l'ancienne avec la liste d'ordre alphabétique, y compris une île où il n'y a que des pingouins, mais qui était quand même frappé de 40% de droits de douane. Et donc, après, avec la plupart des pays, il a été obligé de négocier, et surtout avec la Chine, pour en revenir à cette rivalité véritablement structurelle du monde d'aujourd'hui. Et obtenir des droits de douane et qu'il n'a inférieurs. pas obtenu, parce que là, Xi Jinping a utilisé les terres rares comme un levier dissuasif, et c'est Xi Jinping qui a gagné ce bras de fer. Mais Donc, Trump, comme d'habitude... On voit qu'il peut également se dégonfler. Il y a un croquis qui m'a laissé complètement songeur dans votre livre, Arnaud Miranda. C'est la carte, la géographie intellectuelle du Trumpisme. Ça part dans tous les sens. Oui. Oui, c'est peut-être d'ailleurs l'espace d'optimisme qui nous reste, c'est finalement les fractures au sein du Trumpisme. Et en fait, je parlais de ces trois pôles nationaux populistes, post-libéraux et néo-réactionnaires. Finalement, il y a des vraies contradictions, simplement pour le faire très rapidement, entre les nationaux populistes qui caractérisaient le premier mandat. Il y a une forte
il y a un ancrage populiste alors que les post-libéraux et les néo-réactionnaires sont élitistes. Et entre les néo-réactionnaires et les post-libéraux, il y en a certains qui défendent la technologie dérégulée et les autres qui restent conservateurs, donc ça ne peut pas éternellement tenir. Arnaud Miranda, Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire, c'est le premier livre de la collection Bibliothèque de géopolitique Le Grand Continent Gallimard. Christine Ockrent, on vous retrouve bien sûr dans Affaires étrangères. Vous publiez Trump de A à Z, un premier dictionnaire chez De Noël. Et en dehors de samedi, tous les jours de la semaine, on peut bien sûr podcaster Affaires étrangères, mais on peut aussi podcaster Le pouvoir selon Trump, une série donc de podcasts que vous consacrez au président américain en 6 épisodes sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, mes camarades Como Saltiel et le 845, le journal d'Anne-Laure Chouin.